Bonjour Shaima. Bonjour Rachid. On regarde la presse marocaine d'abord avec la prise en charge du handicap qui progresse, mais les inégalités quand même qui persistent. Exactement, donc les données du recensement général de la population et de l'habitat 2024 montrent que près d'1,7 million de personnes sont concernées, soit environ 5% de la population. On note une légère baisse par rapport à 2014. D'après le brief, ce recul s'explique surtout en milieu urbain, tandis que les zones rurales restent stables, voire en hausse, notamment chez les femmes. Le soutien repose encore largement sur la famille, révélant un manque d'autonomie. Sur le plan éducatif, près de 68% des personnes en situation de handicap n'ont jamais été scolarisées. Une exclusion qui ferait l'accès à l'emploi avec un taux d'activité limité à 9%. Les conditions de vie restent inégales, notamment en milieu rural, malgré une amélioration de la couverture médicale qui atteint 63%. Enfin, près d'un demi-million de personnes souffrent d'incapacité totale, principalement des personnes âgées. À l'horizon 2050, leur nombre pourrait atteindre jusqu'à 2 millions sous l'effet du vieillissement de la population. Au Maroc, toujours, le transport rural reste marqué par la précarité, la désorganisation et de fortes inégalités territoriales. Dans un avis présenté à Rabat, le CESE appelle à une refonte structurelle d'un secteur désorganisé et vieillissant, malgré des progrès, notamment avec un taux d'accès aux routes praticables passé de 54% en 2005 à 81% en 2022, les disparités persistent, surtout dans les zones enclavées. Comme le rapporte Express, le Conseil pointe un secteur largement informel, un parc de véhicules vieillissants et une offre insuffisante avec des lacunes en matière de sécurité. Il préconise un plan global pour moderniser le réseau routier, structurer l'offre de transport, notamment scolaire et sanitaire, et clarifier les compétences des régions. L'objectif étant de garantir une mobilité accessible et durable, considérée comme un levier clé de développement et de réduction des inégalités. À Princeton, le Royaume met en avant l'intelligence artificielle comme levier de souveraineté africaine, c'est ce qu'a rapporté l'économiste. La ministre Amal Fallah Serrouchni a présenté la stratégie nationale axée sur le digital, la compétitivité et l'inclusion territoriale. Intervenant lors des Africa Impact Lectures, elle a souligné le rôle clé de l'IA dans le développement durable du continent. Elle alerte toutefois sur la concentration mondiale des ressources technologiques qui pourrait reléguer l'Afrique au rôle de simple fournisseur de données. Pour y faire face, le Maroc mise sur le programme AI Made in Morocco et sur plusieurs initiatives, dont un hub digital avec le PNUD et un forum africain avec l'UNESCO. Le but est de bâtir un écosystème exportable fondé sur les talents, l'innovation et une gouvernance adaptée. On prend à présent la direction de l'Angola, où la langue française devient obligatoire dès l'école primaire. C'est une réforme adoptée en juin 2025, rendant l'enseignement du français obligatoire à partir de 10 ans. Jusqu'ici optionnel, le français devient un levier stratégique pour ce pays lusophone de 39 millions d'habitants. Le pari est de renforcer les liens économiques et diplomatiques avec les pays voisins francophones, notamment la RDC et le Congo. La mesure sera déployée progressivement avec une généralisation prévue à l'horizon 2028 selon le Figaro. Ce choix s'inscrit dans une dynamique continentale. Selon l'OIF, 65% des francophones vivent en Afrique et leur nombre pourrait dépasser 590 millions d'ici 2050. Mais des défis persistent, notamment le manque d'enseignants qualifiés et le besoin de développer les filières en français. On s'intéresse à présent aux réseaux sociaux parce que Bruxelles a décidé d'ouvrir une enquête sur Snapchat pour des risques liés à la sécurité des mineurs. La Commission européenne soupçonne l'application d'exposer les enfants à la manipulation et à l'exploitation sexuelle. Elle pointe notamment la possibilité pour des adultes de se faire passer pour des mineurs, ainsi que des failles dans la protection des utilisateurs. Comme l'explique The Guardian, l'enquête s'inscrit dans le cadre du règlement sur les services numériques visant à mieux encadrer les plateformes en ligne. En parallèle, Bruxelles accuse 4 sites de ne pas empêcher l'accès des mineurs à des contenus pour adultes. Les autorités dénoncent des systèmes de vérification d'âge inefficaces et alertent sur les risques pour la santé mentale des jeunes. Les entreprises concernées pourraient être contraintes de renforcer leurs mesures sous peine de lourdes sanctions.
20 minutes se penche sur le cas de la Russie où Internet devient de plus en plus restreint. Le gouvernement multiplie coupures, blocages et ralentissements, notamment de Telegram et WhatsApp, affectant la vie quotidienne et les paiements. Les autorités justifient ces mesures par la sécurité, mais elles s'inscrivent dans une stratégie de contrôle total du réseau et de l'information. Les grandes plateformes occidentales et les VPN sont ciblées, tandis que la vitesse de connexion est volontairement limitée pour pousser les utilisateurs vers des services russes. L'objectif, créer un RENET national sur le modèle chinois où les applications et services sont surveillés et contrôlés par l'État. Ces restrictions suscitent un mécontentement croissant parmi la population, y compris chez les partisans de la guerre. Le Parlement européen, maintenant, qui a approuvé la création de centres de rétention en dehors de l'Union européenne, et cela pour envoyer les migrants illégaux. D'après France Info, ces permettront aux États membres d'envoyer et éventuellement de détenir des personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Le texte soutenu par la droite, l'extrême droite et plusieurs pays membres vise à augmenter le nombre d'expulsions, aujourd'hui limité à 20% des décisions. Il suscite de vives critiques de la part de la gauche et des ONG qui dénoncent une politique migratoire plus stricte et controversée. À la Maison-Blanche, Melania Trump a accueilli un invité peu ordinaire, un robot humanoïde baptisé Figure 3, capable de marcher et parler. Cet événement s'inscrivait dans un sommet sur l'éducation des enfants aux technologies, rapporte Libération. La première dame a présenté les humanoïdes comme de futurs éducateurs capables d'enseigner les classiques et de développer la pensée critique des enfants. Depuis le second mandat de son mari, Melania Trump s'impose davantage sur la scène publique en organisant des événements sur l'intelligence artificielle et la protection des mineurs en ligne, tout en développant des projets médiatiques liés à l'IA. Et on s'intéresse à présent à la santé, plus précisément à des gestes qui peuvent réduire le risque de crise cardiaque. Selon une étude du European Society of Cardiology relayée par Santé Magazine, dormir seulement 11 minutes de plus par nuit, pratiquer un peu plus de 4 minutes supplémentaires d'activité physique modérée et manger un quart de tasse de légumes de plus chaque jour permettrait de réduire de 10% le risque d'infarctus, AVC ou insuffisance cardiaque. Des ajustements plus ambitieux comme dormir 8 à 9 heures, 42 minutes d'activité physique quotidienne et une alimentation équilibrée pourrait diminuer ce risque jusqu'à 57%. Les chercheurs soulignent que de petits changements combinés sont souvent plus faciles à maintenir qu'une transformation radicale. Ils prévoient donc de développer des outils numériques pour accompagner ces nouvelles habitudes. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 mars 2026. Quel autre 27 mars avez-vous retenu dans l'histoire ? Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale du théâtre, une journée créée en 1961 par l'Institut international du théâtre et qui met en avant des arts de la scène et leur rôle dans la paix et la compréhension entre les cultures. Pour l'édition 2026, c'est l'acteur et créateur américain Willem Dafoe qui a été invité à rédiger le message international. Il y souligne la vitalité du théâtre dans un monde divisé, appelle les créateurs à protéger l'art d'une dérive commerciale et insiste sur son pouvoir de connecter les cultures et de questionner notre avenir collectif. La célébration officielle se tient cette année au Luxembourg sous le patronage de l'UNESCO. Le message de Dafoe sera diffusé dans plus de 50 langues et lu dans les théâtres du monde entier avant les représentations, comme le veut la tradition depuis 1962, année où Jean Cocteau a rédigé le premier message officiel. Merci beaucoup, Chaim Fekri. C'était la revue de presse.